Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces échanges? Ce que je retiens, c'est qu'il y a un projet économique très différent des deux autres. C'est celui du nouveau Front populaire, qui, en gros, inverse la logique qui est celle que nous connaissons depuis 7 ans. C'est quoi la logique? Je ne fais pas injure aux macronistes en le disant, ils le revendiquent. C'est l'idée que il faut nourrir les revenus du capital pour que la France soit plus attractive aux capitaux. Et que ça va produire de l'emploi, de l'investissement, etc. Vous savez, c'est le vieil adage d'Helmut Schmidt dans les années 80. Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Et donc, au nom de ça, on a fait des cadeaux fiscaux clairs, avec la flat tax, donc, qui est un bouclier fiscal pour le capital, avec la suppression de l'ISF, qui fait que chaque année, il y a 60 milliards d'euros qui manquent au pays, qui explique une très large part de l'augmentation du déficit. Et d'un autre côté, ces 60 milliards ont, j'allais dire, considérablement avantagé les 10% les plus riches, mais surtout statistiquement les 1% et même les 0,01%. Si vous voulez, on pourra aller plus dans le détail tout à l'heure. Donc ça, on dit que c'est plus possible. Il faut que cet argent, par deux biais, il revienne vers les revenus du travail, vers les salaires, vers les revenus des indépendants, vers les PME, TPE, etc. Donc il y a deux façons de le faire. Il y a le partage de la plus-value, c'est assez classique. Ce qui est aujourd'hui versé en dividendes, c'est une utilisation de la plus-value. Donc nous, on préfère qu'elle soit utilisée pour les salaires, d'où l'augmentation, par exemple, du 1 600 € du net, ou aussi, par exemple, le fait que nous allons passer les pensions sur des carrières complètes pour les retraites au SMIC. Et puis il y a une deuxième façon de faire, qui est la fiscalité, la fin de certaines niches fiscales, la fin de certaines dépenses sociales, qui permettront en plus de relancer des travaux en termes de bifurcation écologique, d'éducation santé, qui là aussi fera marcher l'économie. Oui, mais par exemple... Donc je reviens à votre question. Sur le SMIC. Il y avait deux ce soir, je trouve, avec quelques variantes, mais vraiment très peu. Je trouve que M. Attal et M. Bardella sont en réalité sur la même logique économique. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national dit à peu près la même chose. Il faut baisser les dépenses publiques, il faut privatiser, etc., etc. Et il y avait M. Bompard qui défendait un projet très différent. Alors, sur le SMIC, juste puisque vous y faisiez référence, ce qu'il dit, Jordan Bardella, en voulant le faire passer à 1 600 € net, ce SMIC, c'est que vous mentez aux Français et que vous êtes une arnaque sociale. Alors déjà, première chose, l'arnaque sociale est du côté du Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national explique que la manière d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés, ça va être d'augmenter le salaire net en prenant sur les cotisations. Si vous faites ça, il n'y a plus de protection sociale dans le pays. Les macronistes disent qu'ils vont continuer à faire la même chose de plus en plus. Là, il y a un choix. Si vous n'avez plus de cotisation, qui est un salaire différé, vous n'avez plus le système de protection sociale français. Il y en a qui le revendiquent, qui pensent que une société ubérisée, de manière très générale, ça sera mieux pour l'économie. Moi, je ne crois pas. Je défends le système de protection. Donc, on ne peut pas baisser les cotisations, comme notamment l'a fait ce gouvernement pendant des années. 1 600 € net, je vais vous dire pourquoi il faut le faire, en vertu justement de ce que j'explique depuis tout à l'heure. C'est-à-dire le salaire, j'ai entendu tout à l'heure ce débat et les questions de pouvoir d'achat. 2022-2023, le pouvoir d'achat des salariés a baissé. Ce qui a permis que le pouvoir d'achat global continue à augmenter, c'est les revenus du capital. Ce que je vous dis là, c'est les chiffres de l'INSEE, c'est les chiffres de la Banque de France. Vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez, c'est passé dans ma commission. Je peux vous assurer que ces tableaux sont vrais. Donc, il faut augmenter les salaires. Pour augmenter les salaires, il faut commencer par le SMIC et après faire une grande conférence comme nous le proposons pour augmenter tous les salaires. Comment on fait pour le SMIC à 1 600 € net? C'est 14% d'augmentation. Moi, très franchement, par rapport au doublement des dividendes depuis 2017, entre 50 et 98 milliards... Je précise que vous avez une représentante du Rassemblement national qui est juste en face de vous. Non, mais du coup, vous pouvez... Vous êtes en train de parler de son programme, donc vous pouvez vous adresser... Non, je vous parle des 1 600 € net. Alors, à moins que ce soit un scoop, que ce soit votre programme, mais je ne crois pas pour l'instant. Je sais qu'avec le Rassemblement national, à certains moments, on nous dit oui, bien sûr. Les critiques que vous adresse son parti. Non, mais sauf que je m'adresse à vous parce que j'avais été invité pour... Et je vous remercie. Donc, je m'adresse à vous. Vous m'avez posé une question sur les 1 600 € net. Je ne dialogue pas avec le Rassemblement national sur les 1 600 € net. C'est pas son projet. Elle va expliquer pourquoi après, etc. Bien. Donc, on ne sait pas très bien quel est ce projet. D'ailleurs, parce que je vous ferai remarquer que l'abrogation, la réforme des retraites, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est on sait pas. Et on mais je ne fais que la réalité. Et on va revenir sur la réforme des retraites. Si vous voulez, je réponds sur les 1 600 € net. Donc les 1 600 € net, c'est 14%. Comment on fait pour les 1 600 € net? On va y aller dans un instant. On termine le propos sur Comment on fait pour les 1 600 € net? Merci de votre condescendance. Comment on fait pour les 1 600 €? Ah oui, mais laissez-moi parler. Comment on fait? J'ai une question. Non, mais vous dites pas calmez-vous. Comment on fait? Si, je le dis si j'en ai. Comment on fait pour les 1 600 € net? C'est assez simple. On fait en sorte que
donc c'est une augmentation. Pour certaines entreprises, ça sera effectivement difficile. Certains secteurs. Et pour toutes les entreprises, ça va être difficile. Comment vous allez charger le Vous avez une étude Sinon. très claire qui a été faite il y a quelques temps par économistes. Par exemple, toutes les entreprises qui exportent, la plupart du temps, il y a quasiment pas du SMIC dans ces entreprises. Donc il y a certains secteurs, notamment le commerce. Par exemple, ça va être difficile. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les 223 milliards d'aides aux entreprises aujourd'hui non critérisées, qui sont dans le budget, tout compris, 223 milliards, nous allons j'allais dire, les orienter justement par rapport à des entreprises qui créent de l'emploi, qui augmentent les salaires, qui sont vertueuses, et on va prendre un peu aux entreprises qui ont orienté une partie de ces aides vers les dividendes, comme on l'a vu depuis des années. Voilà comment nous allons faire. Ça, c'est le temps, je finis là-dessus, c'est le temps que la politique de la demande se mette en route, c'est-à-dire que les salariés qui vont gagner mieux leur vie, c'est aussi des consommateurs. Donc, c'est par exemple, prenons un traiteur, j'ai eu un exemple sur une chaîne, ces gens-là vont plus faire fonctionner les affaires du traiteur. Donc, au bout d'un moment, ça ira mieux. En attendant qu'il y ait ce choc, nous aiderons ce traiteur. Donc les PME auront des aides? Oui, bien sûr. On n'a pas dit qu'on allait arrêter toutes les aides. Simplement, on va les orienter. Non, pas que des subventions. Il y a 3 formes, je vous réponds. On a un fonds de solidarité, on a des aides, comme pendant le Covid, des crédits à taux zéro, voire à taux négatif, et puis aussi des subventions. Vous avez raison, il y a 3 paliers. Laissez-nous le temps. On a eu quelques jours pour faire tout ça. Je pense qu'on a le programme le plus chiffré qui existe, mais il va falloir exactement affiner les choses. Et donc, nous allons faire comme ça. Les Espagnols, ils ont augmenté le SMIC de 30%. Ils ont créé 800 000 emplois, d'accord, en quelques années. Donc, arrêtons de dire que c'est l'Iran qui augmente les salaires dans ce pays, alors que manifestement, il y a quelques personnes ça, c'était à sur qui ça ne pose pas de problème qu'on augmente les Pourquoi dividendes de manière mirifique. Vous disiez, et vous avez dit au passage, que vous avez assisté ce soir encore à un changement de pied du Rassemblement national sur la réforme des retraites. Très simplement, parce que l'abrogation de la réforme, à un moment donné, il n'était plus question. À un moment donné, c'est revenu. À un moment donné, on nous dit que on ne sait pas très bien. Je débattais avec M. Tanguy l'autre jour, d'accord, qui est quelqu'un qui donne des arguments, etc. Je ne suis pas d'accord avec lui. Là, maintenant, on nous explique que c'est peut-être à partir de l'automne. Donc, j'attends de voir, si vous voulez. Nous, ça sera tout de suite. Voilà, nous, tout de suite, avec nous, la réforme des retraites qui force les gens à travailler à 64 ans sera abrogée immédiatement. Sauf qu'un départ à la retraite à 60 ans sans la totalité des trimestres ne se fera pas à taux plein. C'est ce qu'Emmanuel Bompard a affirmé ce soir. Alors, je vous réponds. Donc, la retraite, l'abrogation de la réforme des retraites, plus le fait de passer les retraites qui sont à carrière complète au SMIC, au niveau minimum, se fait tout de suite. D'accord ? Et ensuite, nous avons prévu pour avant 2027 une grande loi sur les retraites qui va se faire avec les partenaires sociaux, qui remettra l'âge de départ légal à 60 ans. Par contre, oui, c'est vrai, nous avons des débats en notre sein, où, par exemple, nous pensons qu'il faut revenir à 40 annuités. Du côté d'autres formations du nouveau Front populaire, c'est plutôt garder 43 annuités. On sait qu'il y a des débats dans les syndicats. Donc, on va se donner le temps de faire une grande réforme qui, j'allais dire, améliorera la situation des Français avant 2027. Sur les retraites, peut-être que... Non, mais je rassure les Français, de toute façon, le programme délirant de monsieur... J'ai oublié votre nom, c'est pas possible. Éric Coquerel. Et de la NUPES point 2 ne verra jamais le jour parce que ça n'est pas possible. Enfin, je veux dire. Anticipez pas trop. Non, mais j'anticipe pas, mais vous pouvez pas. Enfin, je veux dire, vous allez mettre la France encore plus à genoux. Vous croyez que ça vous allez faire comment? Enfin, vous dites que les entreprises vont avoir des aides et des crédits comme le Covid. Mais vous savez, je suis allée au tribunal de commerce et ils nous disent qu'il y a eu un record de faillite parce que justement, les entreprises n'arrivaient pas à rembourser les prêts. Donc, je vous explique. Vous voulez mettre tout le monde à genoux parce qu'avec votre SMIC à 1 600 €, chargé, ça va faire combien pour les entreprises? Vous me posez une question, je vous explique comment on va faire. Combien chargé pour les entreprises? Je vous explique comment nous allons faire pour faire en sorte justement d'avoir ces retraites, l'abrogation d'ailleurs. Non mais je vous parle du SMIC, de l'augmentation du SMIC. Non, vous venez de me poser du SMIC. Non, je vous parle de l'augmentation du SMIC, je viens de l'expliquer. Nous allons faire... Madame Lavalette, calmez-vous. Donc ça va coûter quoi? Je vous explique. Mais oui, mais parce que vous m'interrompez sans arrêt. Je serais un homme, vous me diriez pas calmez-vous. Si, vous inquiétez pas. Si, il n'y a pas de différenciation. Et pour revenir sur l'automne, je voudrais terminer. Écoutez sa réponse. C'est très intéressant de vous entendre débattre, mais par contre, il faut que chacun s'écoute. Madame Lavalette, je vous réponds. Donc un SMIC à 1 600 €, il charge combien pour une entreprise? Le SMIC à 1 600 € pour l'instant, et vous le savez, et ça ne nous dit toujours pas, il y a des exonérations, notamment sur les charges patronales, que nous gardons pour l'instant dans le programme. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait revoir globalement cette situation, parce que je ne crois pas très sain
j'allais dire, d'aider les entreprises à partir d'une dette sociale, à partir de l'exonération des cotisations. Et pour l'instant, c'est comme ça, donc ça, on n'y touche pas. Donc pour les entreprises, l'augmentation qui va se produire, nous le disons, pour les entreprises qui ont des difficultés, nous regarderons par rapport à leur comptabilité, ces entreprises sont aidées le temps qu'elles passent le choc. Pour l'État, je veux dire combien ça coûte, puisque ça coûte pour les agents de l'État en réalité, donc ça coûte 1,6 milliard d'euros par an. Et là-dessus, nous estimons que les entrées fiscales, c'est-à-dire globale de cette réforme, qui verra le SMIC augmenter, donc il y aura des entrées fiscales un peu plus importantes, parce que les gens gagneront un peu plus, fera en sorte que le solde pour l'État sera environ de 400 millions d'euros par an. Perigo Légas, peut-être que vous voulez réagir à ce que l'on vient d'entendre sur le pouvoir d'achat. Vous venez de nous rejoindre, bonsoir tout d'abord. Débat passionnant et ô combien informatif, mais tout sur le pouvoir d'achat. Oui, enfin tout ça reste extrêmement virtuel et hypothétique. Il faudrait qu'à ce moment-là, un des deux groupes ait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas pour l'instant... Il ne faut pas présager du résultat, mais il faudrait que ce gouvernement soit appuyé par une majorité absolue. Et je suppose, ça n'a pas été évoqué l'un comme l'autre, que vous ferez bien entendu, j'allais dire, appel aux organisations syndicales pour négocier ça directement avec les salariés concernés et non pas procéder par la loi. Je pense que vous ferez dans la concertation sociale, que vous écouterez les travailleurs et que vous écouterez les syndicats qui n'ont pas été écoutés justement par ce gouvernement. Et je pense que vous ferez preuve un petit peu de, j'allais dire, de socialisme tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne brutalisera pas les Français comme ils ont été brutalisés. Parce que là, on jette des chiffres, on annonce des chiffres très bien, ils valent ce qu'ils valent. Il faut avoir une majorité absolue, avoir le gouvernement et ensuite, évidemment, faire ce que le gouvernement n'a pas fait, aller voir les salariés, les organisations, la représentation du pays. Je pense que ça n'a pas été évoqué, mais je pense, M. Coquerel, que ça fait aussi partie de vos objectifs. Alors, je vous réponds. Première chose, vous avez raison, il faut une majorité absolue. Mais on se prépare à des élections, on va essayer de l'avoir. Bon, je pense que le RN va essayer de le faire, etc. Donc ça, et vaut mieux donner le programme. C'est pour ça. Oui. Et ce que nous avons fait, les gens. Vous avez remarqué, nous avons été les autres aussi, tout le monde a développé des éléments. Je veux bien qu'on compare, si vous voulez, le programme et les budgets détaillés. Le gouvernement, on connaît son budget, hein, au moins. On connaît son budget. C'est le projet de loi de finances qui n'a même pas pu être voté, tellement il manque de crédibilité. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil des finances publiques sur des années. Donc là, quelque part, là-dessus, il n'y a même pas photo. Donc moi, je trouve quelque part que au moins le débat, je suis ravi qu'il y ait des débats économiques de ce type. Voilà, c'est un débat dont les Français, par exemple, vous n'avez pas mon projet sur l'émission en honnête. Bon, je me suis un peu énervé tout à l'heure parce que je pense qu'il ne faut pas dire des choses comme c'est délirant ou autre. Il faut donner des arguments pour le montrer. Voilà. Et moi, je voudrais revenir sur une c'est ça qui est intéressant là-dessus. Et donc, pour vous répondre, il faut être majoritaire. Ensuite, sur ce qui dépend de l'État. Ce qui dépend de l'État, c'est le SMIC. Voilà, ça dépend de l'État. Sur le reste, nous engagerons des grandes négociations avec, dès la rentrée après, sur le reste des salaires. Tout comme nous le disons, sur la retraite à 60 ans, nous engagerons des négociations avec les partenaires sociaux pour voir comment on peut la construire. Donc, ce qui est de l'État, c'est l'abrogation de la réforme agricole. Pourquoi on le fait vite ? Parce qu'elle a quasiment pas pris, aujourd'hui, elle a quasiment pas démarré. Donc, pour l'instant, ça ne coûte pas très cher. Hein, vous savez, en réalité, ça a commencé à coûter de l'argent, à peu près à hauteur de 5,5 milliards d'après le corps en 2021. Après, ça augmentait. Et puis en 2040, ça s'équilibrait. Oui, ça, on l'abroge dès notre arrivée parce que c'est une réforme dont les gens ne voulaient pas. Le Parlement n'en voulait pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de vote au Parlement. 75% des Français n'en voulaient pas. Et ils avaient raison parce qu'on ne fait pas travailler les gens comme ça plus longtemps, jusqu'à 64 ans, quand la richesse augmente. Vous aussi, Laure Lavalette, non mais abrogation immédiate. C'est sur ce procès d'intention, enfin ce procès que vous faites à Jordan Bardella de reculer. Et vous dites octobre. Et il a dit, il a été très clair, il ment pas aux Français, il dit voilà, moi si je suis Premier ministre le 15 juillet, j'ai le bon grain, comment dire, il y a ce qui est urgent et ce qui est important. Et ce qui est urgent, c'est effectivement arriver à mettre fin à ce chaos budgétaire, migratoire, sécuritaire. Et nos premières mesures, elles sont là. Notre première mesure, ça sera sur le pouvoir d'achat, ça sera de baisser la TVA à 5,5, voilà, sur l'essence, le gaz, l'électricité, le fioul. Et ce ne sera pas les retraites. Non, il faudra attendre octobre parce qu'effectivement, il y a ce pack, j'allais dire, d'urgence à régler avec des mesures fortes sur l'immigration, avec des mesures aussi sur la sécurité. Et donc, au moment d'octobre, avec le projet de loi de finances, effectivement, ce sera le temps des projet, ce qui ne décale que de 3 mois. Donc quand vous dites, on ne le renvoie pas au calendrier grec, vous voyez, M. Coquerel, c'est 3 mois parce qu'il y a 3 mois où on va gérer l'urgence. Oui, mais moi, comme en général, les réformes, les ruptures, il faut qu'elles se fassent vite parce que sinon, il y a toujours quelque chose où on explique qu'on ne peut plus faire. Mais c'est intéressant ce que vient de dire Mme Lavalette parce que là, par exemple, il y a un débat. Mme Lavalette dit on va faire en sorte que le pouvoir d'achat des Français augmente. Et c'est l'idée de baisser la TVA. Alors, ça a déjà été fait. Baisser la TVA, semble-t-il, les prix, on le sait. Hein, c'est qu'en général, il y a des marges qui récupèrent la baisse de la TVA. Dans la restauration notamment. Par exemple, je vais vous citer un exemple très précis pour être bien concret. En Corse, aujourd'hui, il y a des TVA extrêmement avantageuses qui sont faites justement pour faire en sorte que
les prix en Corse ne flambent pas par rapport au fait qu'il y a une discontinuité. Figurez-vous, les prix en Corse sont plus importants qu'en France. Pourquoi? Parce que la TVA, comme il n'y a pas de blocage des prix, elle est récupérée notamment par les distributeurs, etc. Donc je pense que s'il n'y a pas de blocage des prix avec des baisses de la TVA, c'est l'État qui paye, et en réalité, l'État qui va payer des marges, et les Français n'y verront donc ce que vous dites, c'est que la baisse de la TVA ne bénéficiera pas aux bonnes personnes. Malheureusement, ça a été la preuve. Hein. Je veux dire, j'ai plein d'exemples. Mais si vous voulez bien, excusez-moi, mais juste parce qu'on m'a invité sur les retraites, et je suis sûr que vous avez envie d'en parler aussi. J'en ai parlé avant que vous arriviez, donc moi j'ai pas envie de passer ma soirée sur les retraites. Alors j'attends que vous partiez, la sécurité, l'immigration, tout ça. Oui, là je sais que l'immigration est la solution pour tout, pour vous. Non, pas pour tout. En oubliant que l'immigration au niveau du PIB est un solde positif. Je rappelle juste comme ça, là aussi c'est les chiffres. Juste un dernier mot avant que vous, parce qu'on doit vous libérer. Positivement, oui. Il me semble après, en matière d'immigration, là vous voulez aller vite avec une loi d'urgence, c'est ça, dès que vous arrivez potentiellement donc au pouvoir, qui comprendrait donc notamment la suppression du droit du sol, c'est ça? Quelles autres mesures, quelles seront les priorités qui feront partie de cette loi d'urgence par exemple, dire au préfet on arrête les régularisations. Voilà, donc déjà les clandestins qui sont arrivés sur notre sol ne pourront jamais être régularisés. Vous avez raison, ce droit du sol qui nous paraît être complètement dépassé, aberrant. Effectivement, c'est pas parce qu'on est en France que l'on doit être français, même si je sais bien que l'acquisition de la nationalité n'est pas automatique, mais elle est quasi automatique et effectivement ça nous pose un problème. On veut aussi lever les freins, tous les freins administratifs par exemple, pour véritablement exécuter les obligations de quitter le territoire français. Je rappelle que... Toutes ? Oui, toutes. Effectivement, si vous avez une obligation de quitter le territoire français, c'est globalement vous ne pouvez plus être là. C'est pas ce que disait Marine Le Pen ce matin. Monsieur Coquerel, une grande différence que l'on a. Vous voulez que tout le monde rentre et vous voulez régulariser tout le monde. Moi, je veux que les gens qui aient une OQTF puissent être expulsés. Effectivement, il y a on a deux projets très différents. Voilà. Et on va non seulement il est absolument terrible d'un point de vue humain, mais en plus il est totalement irréel. Je pense que protéger les Français, Marine Le Pen elle-même a dit qu'on ne pouvait pas appliquer 100% des OQTF. N'empêche que l'envie est là de tous les gens qui n'ont rien à faire sur notre sol ne devraient pas être. Vous savez, moi j'ai un fait marquant dans ma petite carrière politique. Je me suis retrouvée un jour sur un plateau avec la maman de Marie et de Laura, Marine et Laura, une sœur et une cousine et une fille, qui ont été égorgées à la gare de Marseille par quelqu'un qui avait une OQTF. Je peux vous dire que quand vous êtes à 3 mètres de cette maman-là, vous avez envie de lui demander pardon. Vous avez envie de lui dire mais comment est-ce que c'est OQTF est un égorgeur en puissance. Comment est-ce que c'est possible? Non, mais il se trouve que la petite Lola, il y avait une OQTF. Je vais vous citer, que Laura, il y avait une OQTF. Et des comme ça, il y en a. Mais si demain je vous cite, bien sûr. Les OQTF, c'est aussi protéger les Français. Bien sûr, mais si demain je vous cite l'exemple d'un égorgeur qui est boulanger, vous allez me dire que tous les boulangers sont problématiques. Non, mais par contre, on le mettra en prison, évidemment. Oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pour... Non, mais là, vous êtes... Non, c'est pas ce que vous m'avez dit. Ce que vous faites. Non, je suis désolée, Christophe, mais il y a Loïc Signor pour la majorité qui n'a pas encore été entendu sur ce plateau, qui attend impatiemment juste derrière les caméras et qui va prendre votre place, Laure Lavalette. Merci d'avoir été avec nous, Loïc Signor. Prenez place et on va commencer comme avec finalement Monsieur Coquerel. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette confrontation entre ces trois représentants donc des trois blocs? Bonsoir. Je retiens qu'il y a un vainqueur, Gabriel Attal, par la crédibilité, par l'authenticité dont il a fait preuve, et deux perdants. Le premier perdant, j'estime que c'est Jordan Bardella, imprécis, impréparé, confus, qui nous amène à la retraite à 66 ans. Heureusement qu'il ne reste que quelques jours de campagne, parce que je crois que la semaine prochaine, Jordan Bardella nous proposerait la retraite à 70 ans. Et puis il y a un autre perdant, et je crois que c'est l'électeur socialiste qui a vu pendant ce débat Jean-Luc Mélenchon tweeter, comme à son habitude, que Manuel Bompard devait devenir Premier ministre. Et derrière Manuel Bompard, que des députés de la France Insoumise. Pas un député du Parti Socialiste, pas un député vous voulez dire dans le public? Oui, chacun avait le choix de mettre des personnalités derrière lui, et Gabriel Attal a fait le choix de mettre des personnalités venant de toutes les composantes de la majorité. Il y a une alliance prétendue, la nouvelle alliance, le nouveau Front Populaire. Et en réalité, c'est la France Insoumise, que la France Insoumise et rien que la France Insoumise. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Éric Coquerel? Pourquoi ce choix? C'est un argument convaincant et utile au débat. On a débattu hier, Monsieur Coquerel, pour essayer. Les deux ensemble, oui, justement, hier, on a débattu d'arguments. On n'a pas débattu de trucs politiciens comme vous êtes en train de faire. Ça dit quelque chose. Non, ça ne dit rien. Nos concitoyens vous n'avez en réalité rien à dire par rapport à ça. Et donc, vous faites des artifices pour laisser penser que la nouvelle. Oui. Mais même si ça ne vous intéresse pas, ça ne vous empêche pas de répondre. Monsieur Mélenchon, j'ai le droit de répondre à des arguments. L'argument qui laisserait penser que le nouveau Front Populaire serait forcément divisé parce que derrière on a des députés et les filles. Non, mais est-ce que vous voulez Manuel Bompard Premier ministre? Ce n'est pas un argument. L'argument qui m'intéresse, c'est
Qu'est-ce qu'a défendu Manuel Bompard ce soir? Mais on en a parlé, on va continuer à en parler. Mais je vais continuer à en parler, vous m'avez invité. Donc vous voulez que je me range aux arguments de ce monsieur? Je voudrais juste que vous essayiez de répondre. Pourquoi il y avait... Mais le choix de clarté pour les Français... Mais attendez, vous inventez des questions stupides, vous me demandez des réponses intelligentes. Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est une alliance ou c'est une addition? Mais bien sûr, je vous dis... Voilà. C'est une alliance ou c'est une addition? Eh bien ça se joue au programme, monsieur Barbier. Et le programme défendu ce soir par monsieur Bompard était un programme qui est signé par les 4 organisations. Mais est-ce que c'est votre Premier ministre? Absolument, les 4 organisations. Est-ce que ce sera monsieur Bompard? Ce n'est pas la question. Mais c'est ce que dit monsieur Mélenchon. Moi, ça intéresse les Français, monsieur Coquerel. Excusez-moi, je viens ici pour un débat. Oui. On me propose un débat sérieux sur les retraites, sur le fond. Et là, on est en train de se transformer en un débat sur lequel l'arbitre des élégances serait la majorité, enfin la majorité, entre guillemets, l'ancienne majorité, qui du coup poserait des questions. Monsieur Coquerel, je vous pose une question. Non, mais je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas vous répondre cette question parce que c'est pas celle qui m'intéresse. Non, mais une question de fond. Il a dit ce soir pendant le débat, et ça m'a intéressé, que vous n'étiez pas d'accord dans le nouveau Front populaire sur le nucléaire. Donc c'est vous qui faites l'émission là. Écoutez, je vous pose des questions. Je vous pose des questions qui intéressent les Français parce qu'on parle sur le terrain. Après, si vous voulez me traiter de stupide, vous avez le droit, mais peut-être pas les journalistes. J'ai parlé des questions stupides. Oui, bon. Allez, s'il vous plaît, on avance. Est-ce que c'est intéressant ou pas, monsieur Coquerel, est-ce que c'est intéressant ou pas, monsieur Coquerel, de savoir ce que vous pensez dans cette alliance, dans ce nouveau Front populaire, sur des questions aussi importantes que le nucléaire, et qui sera le Premier ministre si jamais la nouvelle alliance populaire arrive en tête aux élections législatives? Je vais vous poser la question à peu près aussi politicienne. Je vais vous poser la question aussi politicienne. Monsieur Philippe a déjà annoncé qu'il ne serait plus de la majorité. Mais si, absolument. Il a annoncé que pour lui, la majorité, telle qu'elle était, est finie. Donc, comment vous allez faire votre majorité? Répondez-moi par rapport à ça. Parce que manifestement, aujourd'hui, vous n'avez plus de ministre de l'Intérieur. Vous n'avez plus de ministre de l'Intérieur à la sortie en préparation des JO. Vous n'avez plus. Mais alors, on ne mérite pas ça. Mais moi, je suis d'accord. Mais qui les gens demandent à avoir du fond et on a un truc politique. S'il vous plaît. Alors, écoutez, je suis satisfait d'entendre ce que vous dites, parce que je venais pour un débat sur les retraites, sur tout ça. Éric Coquerel, il vient de vous interpeller sur le nucléaire. C'est une question de fond, oui ou non? Tout à l'heure, il fallait que je réponde sur le fait que derrière, il y avait des députés LFI qui seraient... On est passé à autre chose, vous n'avez pas envie de répondre. Mais attendez, vous passez à une chose, excusez-moi, vous passez à une chose, vous me posez des questions qui nous déportent complètement sur des choses totalement politiciennes, inspirées par monsieur qui représente la majorité. Je réponds en vous disant que je trouve que c'est des questions qui sont pas intéressantes, que je vous demande de revenir sur... Voilà, c'est pas une question intéressante. Donc c'était pas intéressant. Et le nucléaire? Donc, la nucléaire, c'est vous qui le posez ou c'est monsieur? Mais j'ai le droit aussi d'organiser un peu les débats. C'est un peu mon boulot aussi, d'accord? S'il vous plaît. Je sais pas, comme c'était monsieur qui posait, qu'on était pas... Allons sur le fond des choses, donc la question du nucléaire. Voilà, allons sur le fond des choses et non pas de me demander de répondre sur des choses totalement politiques. Mais c'est ce qu'on essaie de faire depuis 5 minutes, allez-y. Oui, d'accord, ok, arrêtez. Donc, sur le nucléaire, je vais vous répondre. Nous sommes entendus. Nous savons qu'il y a des désaccords entre nous sur la question du nucléaire. Donc, on maintient les centrales existantes. Jusqu'en 2027, on ne construit pas de nouvelles centrales. Et on sait qu'en 2027, d'une manière ou d'une autre, il y aura un grand débat dans le public. Moi, je pense, si vous voulez mon avis, que comme ça traverse toutes les forces politiques, il faudrait très certainement que ça se passe, pourquoi pas, avec un référendum sur cette question. Il y a longtemps qu'on aurait dû le poser, qui est une question qui impacte l'avenir. Et nous verrons à ce moment-là, en 2027, pour continuer soit le quinquennat, soit avec un président nouvellement élu, etc., qui se passe, ce que nous proposons. Donc voilà, je vous réponds. Est-ce que pour ce débat énergétique, est-ce que si on ne construit pas d'autres centrales nucléaires, on aura un problème énergétique? Est-ce que vous pourriez envisager de réacheter du gaz russe en passant outre les sanctions actuelles, parce que vous savez que c'est le cas aujourd'hui, on achète du gaz, vous êtes au courant, qui fait des cours. Vous savez qu'on a même augmenté. Justement, pour être clair, est-ce que vous vous direz, écoutez, on arrête avec ces hypocrisies, on achète du gaz russe parce que ça... Qui nous ont contraints, nous Européens, on achète du gaz russe, mais c'est la vérité. Très certainement, pendant un temps, il va. Ça vous gêne de l'entendre, mais c'est la vérité. Même si, à mon avis, nous avons intérêt à diversifier nos sources d'approvisionnement. Mais je vous réponds sur oui, ça serait intelligent, à mon avis, de faire ce qui avait été fait en 80, si vous vous souvenez, où Mitterrand avait fait des accords préférentiels de l'autre côté de la Méditerranée. C'est peut-être une façon, au moment, de diversifier nos approvisionnements. Mais je vous réponds sur l'énergie. En même temps que nous gelons cette question, nous mettons le paquet sur le développement des énergies renouvelables de façon à pouvoir justement faire en sorte que, quand débat il y aura, on soit dans la capacité, on soit dans la capacité, on soit dans la capacité
Il y a des élections extrêmement préoccupantes pour tous les Français. Et vous reportez le débat dans 3 ans, une fois que vous serez encore en désaccord avec vos amis écologistes, une fois que vous serez encore en désaccord avec vos amis les communistes, une fois que vous serez encore mis dans une alliance électoraliste dans laquelle personne ne pense la même chose. Ce qui a été annoncé ce soir, est-ce qu'il y a eu d'ailleurs des annonces ce soir du côté de la majorité? Parce qu'on a lu et entendu Emmanuel Macron dire ces derniers temps qu'il voulait aller plus loin en matière de sécurité et d'immigration. Vous parlez beaucoup de votre bilan, vous essayez de défendre du bilan, mais finalement on vous entend assez peu sur l'avenir. Qu'est-ce qui a été avancé et proposé ce soir par Gabriel Attal qui représentait votre bloc? Il y a des mesures, il y a des choses qui étaient dans les cartons que nous allons mettre en place dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et nous allons accélérer. Mais moi, je ne vais pas dire n'importe quoi aux Français. Accélérer sur quoi? Accélérer sur l'exonération des frais de notaire pour les classes moyennes, 1 million de jeunes qui ne pourront pas aujourd'hui accéder à la propriété, qu'ils pourront demain. Accélérer sur la mise en place des 200 brigades de gendarmerie dans les communes rurales. Accélérer sur le recrutement des 10 000 forces de police supplémentaires qu'on a commencé à mettre en place depuis 2017, accélérer sur la rénovation des commissariats, accélérer sur la mise en place des outils à disposition des policiers. Vous avez vu que toutes les voitures ont changé, elles sont passées du blanc au gris. Ça, c'est visible pour les gens et c'est visible pour les policiers, c'est du concret. Nous allons mettre en place énormément de mesures comme celle-ci pour mettre toujours plus de sécurité dans le quotidien de nos concitoyens. Je vais vous laisser finir. Je vous ai laissé finir, Monsieur Coquerel. Mais oui, pour le coup, ça marche aussi dans l'autre sens. Oui, mais j'étais en train de développer. Parce que comme vous avez prévu de baisser 30 milliards dès cette année les budgets et si je peux juste terminer, après je vous réponds, mais surtout, en fait, c'est pas en 10 jours que nous allons proposer un SMIC à 1 600 €. C'est pas vrai, ça ne marche pas. Les entrepreneurs vous l'ont dit hier à la radio. Monsieur Coquerel, vous dites n'importe quoi. C'est pas en 10 jours qu'on va proposer la retraite à 60 ans. Oh, finalement, c'est 66 ans. Oh, un âge pivot à 62 ans. C'est pas en 10 jours que nous allons proposer la fin de l'immigration zéro. Il n'y aura plus aucun migrant d'ici septembre. C'est pas en 10 jours que nous allons faire des fausses promesses aux Français. Nous allons essayer de tenir le cap, de continuer de transformer le pays, de réformer le pays, de ce que nous avons fait depuis 2017, avec parfois des difficultés parce qu'il y a eu des crises. Vous vous rendez bien compte, Monsieur Signor, que en fait cette politique justement que vous souhaitez accélérer, elle a été profondément rejetée par les Français. Ce que nous avons proposé, ça n'a pas marché sur ce contrat de gouvernement proposé du PCF donc là, ça va à marcher. LR. Deuxièmement, ensuite, nous avons essayé de trouver des coalitions de projets. Ça a marché sur certains textes, notamment sur les énergies renouvelables avec le Parti communiste, sur le nucléaire avec les Verts, avec les LR, pardon. Sur l'immigration, ça n'a pas marché. Parce que la gauche n'a pas voulu soutenir, par exemple, la régularisation des travailleurs sans papier. Monsieur, ça n'a pas marché parce que le Conseil constitutionnel, heureusement, a retoqué toutes les mesures que vous aviez empruntées au Rassemblement national. Parce que sinon, vous aviez une alliance de fait avec le Rassemblement national pour voter le texte le plus raciste de la 5e République. Tous en même temps, vous finissez le Exignor et on avance. Non, mais parce que je veux bien, en fait, qu'on nous reproche tout. Vous faites un roman. Mais je fais un roman, Monsieur Coquerel. Je suis en train de dire que nous avons essayé de trouver des majorités sur des textes, sur des projets, et qu'à chaque fois, on nous a abandonnés en race campagne ou on n'a pas tenu ses promesses de l'autre côté. Vous évoquiez le Senior, oui. Le Sénat à droite, je prends juste cet exemple, le Sénat à droite. Et après, on avance vraiment sur la question de la sécurité, autre sujet de préoccupation des Français. J'ai entendu tout à l'heure que les retraites, je crois que c'est un sujet qui a beaucoup marqué ces 2 dernières années, et on l'a encore vu ce soir. Mais le Sénat à droite, Gérard Larcher, Bruno Retailleau, vote le texte de la majorité amendé par des sénateurs de droite. Éric Ciotti, le matin même, c'était un jeudi, refuse de dire que son groupe va voter ou ne va pas voter. Ce qui nous emmène au 49.3 et ce qui nous emmène dans une crise politique qui n'est pas réglée encore ce soir et pendant ces élections législatives, je le crois. Mais on a fait ce que nous devions faire, une réforme certes impopulaire mais nécessaire. Mais nous avons essayé de trouver des coalitions de projets. Ça s'est bien passé avec la droite sénatoriale, avec la droite centriste. Ça ne s'est pas bien passé avec Éric Ciotti qui nous a poussé, vous savez quoi, je pense il y a 2 ans, à faire une dissolution. Parlons de la sécurité. De la sécurité, c'est pas le point faible du nouveau Front populaire de la France insoumise. Non, je ne crois pas. Non, ce n'est pas le point faible de la France insoumise, ni du nouveau Front populaire. Nous, ce que nous pensons, c'est que en gros, il y a tout un discours sécuritaire qui revient au fait que le gouvernement a couru derrière l'extrême droite depuis des années sur ce discours en pensant que la solution pour qu'il y ait plus de sécurité dans ce pays, c'est toujours plus de policiers, c'est toujours plus de policiers armés avec des armes, y compris létales, qui sont quasiment pas utilisées en Europe pour une police du quotidien. Vous voulez interdire les LBD ? C'est des mesures, laissez-moi, oui, on l'a déjà dit, c'est des mesures qui, à chaque fois, sont de plus en plus contraignantes par rapport à l'état de droit. Je vous donne un exemple. Là, on a les JO qui vont bientôt arriver. On réfléchit au fait de faire en sorte que des gens aient des mesures coercitives sur des décisions administratives pour les gens qui pourront être à proximité des JO sans même que la justice mette son nez sur savoir
pourquoi ces gens se verront appliquer des mesures coercitives. Je pense que c'est grave par rapport à l'état de droit. Donc on a un ensemble de mesures. Moi je crois qu'on peut assurer la sécurité des Français avec une toute autre logique. La logique, c'est le respect de l'état de droit, d'abord, et la séparation des pouvoirs. La deuxième chose, c'est de revenir à une police du quotidien et des polices de proximité. Police nationale. C'est-à-dire ne pas être, que ça ne soit pas dévolu à telle mairie en fonction de ses moyens. Police nationale. Et donc, on est, pour aller vite, des polices qui aient des spécialités. Police du quotidien, îlotier, police de proximité. Beaucoup plus de PJ qu'il y a aujourd'hui. C'est un des vrais problèmes. Moi, je suis en Seine-Saint-Denis. Il y a un manque de PJ, par exemple, pour les enquêtes, qui est absolument criant. Un officier de police judiciaire, pour ceux qui ne connaîtraient pas les acronymes. Merci, officier de police judiciaire, vous avez raison de me reprendre là-dessus. Et également, après, on peut avoir effectivement des forces de police d'intervention quand c'est nécessaire. C'est à peu près comme ça que fonctionnent beaucoup de pays européens. Très franchement, les taux la sécurité est aussi importante qu'en France. Donc moi, je crois qu'il faut arrêter cette mise en tension dans laquelle s'est engagé le gouvernement.